La semaine d'attente, il est enfin là. L'exécutif burkinabé, fort d'une trentaine de membres, des départs retentissants, des arrivées tonitruantes, des reconductions qui suscitent également des interrogations. Il y a aussi des regroupements de Marocains. Et les défis du quinquennat sont-ils clairement affichés? Les couleurs de 2025 sont-elles annoncées? On en parle avec nos experts dans ce studio. Messieurs, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter. On va aller très vite. Donc, déjà, pour parler de ce gouvernement, visiblement pas trop resserré, hein, le changement, visiblement, est superficiel. Idriss Ouedraogo, vous êtes expert en communication. Il est quand même profond. Que nous arrêtions simplement à l'entrée du chef de file de l'opposition. Il faut dire que ça fait transparaître un ensemble de discussions antérieures ou de racines de la gouvernance qu'on voit à travers cette composition, que ce soit la présence de M. Zéphirin Diabré ou celle de celui de l'UNIRPS, M. Benéwende Sankara. On peut déjà penser qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Bilgo, on s'attendait plus à quelque chose de plus profond que ça en termes de changement, ou on peut dire que le dosage est bon? Non, il est vrai que dans l'esprit populaire des Burkinabés, les Burkinabés s'attendaient plutôt à un chamboulement, pas à un changement. Vraiment un réel chamboulement total de la classe politique gouvernementale. Mais là, on a l'impression, à écouter les uns et les autres, qu'il y a comme un goût d'inachevé dans l'esprit des populations qui s'attendaient vraiment à ce qu'il y ait tout un renouvellement, plutôt que quelques sorties, quelques entrées, même s'il y a eu des entrées quand même qui sont de poids, il faut le dire. Le chamboulement n'a pas eu lieu. Voilà. D'accord. Une vingtaine de ministres qui restent au Siaka, une douzaine qui entrent en tout cas, avec visiblement des indéboulonnables, hein, Bougouma, Alpha Bari, des rescapés de 2016, mais il y a aussi Chérif Si qui reste. Oui, tout à fait. Donc comme ils l'ont dit, on a un peu l'impression que c'est un gouvernement de compromis qui essaye de composer entre plusieurs paramètres, à la fois l'équipe qui était déjà là, qui quand même, il faut le rappeler, a préparé les élections qui ont été victorieuses, donc qu'on ne peut pas renvoyer comme ça tout de go. Il faut également répondre aux attentes sur certains défis spécifiques, donc nécessité de réajuster certains départements ministériels, et aussi les donnes purement partisanes. Le MPP se conforte au Parlement et aussi avec des alliés très sûrs. Donc ça doit se transparaître dans la formation du gouvernement. Et quand on regarde, effectivement, on voit un mouvement de reflux des politiques pures dans le gouvernement en comparaison de l'équipe précédente où il y avait un peu de cette catégorie qui était venue un peu du soulèvement populaire de 2015 et de la transition. Et donc les politiques reprennent du poil de la bête et on y retrouve des personnalités de vraiment premier plan, comme Sankara, comme Clément Savadogo du MPP, Ousseini Tamboura et Zéphirin. Donc là, les têtes vraiment sont présentes là et ça permet donc de voir que c'est ce gouvernement et qui va assurer les destinées du pays. D'accord. On va tout de suite écouter justement le chef du gouvernement, Christophe Dabiri, sur ce nouveau gouvernement. C'est bon, ok. Je voudrais tout d'abord saluer la présence des hommes des médias à l'occasion de la première rencontre du nouveau gouvernement que le président du Faso a rendu public par le décret qui a été communiqué hier. Comme vous le constatez, il s'agit d'un nouveau gouvernement pour conduire les actions du président du Faso pour ce deuxième mandat. Lorsque le président du Faso m'a fait confiance et m'a demandé de constituer un nouveau gouvernement, il m'a donné 3 indications. La première indication, c'est d'inscrire la composition du gouvernement dans la dynamique de la continuité qui a été celle qui a prévalu à son élection le 22 novembre dernier. Et cette continuité
doit être bâti sur la stabilité. C'est pourquoi vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 membres, 25 départements ministériels conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. La deuxième orientation qu'il a donnée, c'est qu'il fallait faire en sorte que le gouvernement puisse inscrire en perspective la mise en place des différentes grandes réformes pour lesquelles il a pris des engagements avec les populations, avec le peuple burkinabé. Ces réformes portent essentiellement sur la réconciliation nationale, sur la réforme foncière et immobilière, sur la réforme de l'administration publique dans notre pays, l'administration territoriale de notre pays, sur également la réforme des rémunérations dans notre pays. Il a indiqué que la mise en œuvre de ces différentes réformes devrait prendre en compte 2 considérations. La première, le dialogue politique qui a prévalu pendant toute la période de son premier mandat et le dialogue social qui doit être perpétué avec les partenaires sociaux de notre pays pour assurer un climat social serein pendant cette période de la mise en œuvre de ces différentes réformes. La troisième indication qu'il a donnée, c'est la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions qui ont été entreprises au cours du premier mandat, de manière à ce qu'il y ait une consolidation des acquis de développement économique et sociaux au niveau des différents secteurs stratégiques de notre pays. C'est en fonction de cela que nous avons choisi les hommes et les femmes qui sont chargés de nous accompagner dans la mise en œuvre de son programme. Bien évidemment, vous constaterez que nous avons fait une ouverture politique de manière à pouvoir assurer le renforcement de ce qu'il a appelé le dialogue politique, que ce dialogue politique ne soit pas en dehors du gouvernement, qu'il puisse commencer à l'intérieur du gouvernement et se poursuivre avec les autres forces politiques qui ne sont pas associées au gouvernement. Et c'est ainsi que le ministre d'État, auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale, a été appelé et est celui qui a assuré pendant un long temps la présidence de l'opposition politique de notre pays, à savoir le président Diabré, qui est avec nous et qui a accepté de s'associer aux actions du gouvernement pour accélérer le processus de réconciliation nationale et de la cohésion sociale que nous avons préconisé, que le président du Faso a annoncé au cours de la campagne qui a conduit à son élection. Nous avons également tenu à faire en sorte que d'autres forces politiques puissent s'associer à nous pour la mise en œuvre d'un certain nombre de grands chantiers, notamment au niveau de la ville. On a élargi les compétences du ministère chargé de l'urbanisme et de l'habitat à la question de la ville, parce que la réforme foncière qui doit nécessairement contribuer à faire en sorte que notre politique en la matière puisse être solide et répondre aux préoccupations de l'ensemble des populations devait être conduite par des hommes qui avaient la maîtrise juridique de ces différentes questions. C'est pourquoi nous avons appelé le président de l'UNIR-PS qui s'est associé à nous pendant longtemps pour conduire les actions du gouvernement et qui aujourd'hui a pris en charge cet aspect de la question pour que nous puissions avancer de façon sereine et rapide sur les questions de la relecture du code foncier, la relecture du code immobilier et la mise en œuvre d'un certain nombre de politiques concernant la ville. Nous avons également, au niveau du gouvernement, décidé d'élargir les compétences de certains ministères à d'autres activités pour pouvoir tenir compte du programme que le président du Faso a annoncé. Le premier élément, au niveau de la politique agricole, nous avons estimé que la politique agricole devait aller au-delà de des aménagements hydro-agricoles pour prendre en charge la question de la mécanisation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un département qui s'appelle le département de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Et je crois que tout le monde a pu constater que pendant le premier mandat du président du Faso, des efforts ont été faits pour permettre à cette mécanisation de se mettre en place, mais il faut que l'on accélère si nous voulons avoir
et des résultats conséquents dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire au niveau de notre pays. Nous avons estimé aussi qu'il était bon de regrouper le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières au sein d'un seul département pour lui donner un peu plus de consistance pour ce qui concerne la prise en charge des questions énergétiques. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières devra assurer une mise en cohérence de ces secteurs qui sont des secteurs porteurs en termes d'investissement et qui appellent des investissements capitalistiques qui devraient permettre à notre pays d'avancer dans le processus de développement économique et social. Et pour pouvoir permettre à la chose de se passer dans des conditions normales, nous avons estimé qu'il fallait accoler à ce département ministériel qui est lourd un ministre délégué pour prendre en charge la question minière et la question des carrières. Nous pensons que l'appel qui a été lancé au directeur général du BIMIGEV va permettre justement de consolider l'action de ce ministre-là et permettre à notre pays d'avancer de façon sereine sur le domaine des investissements miniers et permettre de rassurer nos partenaires qui font des investissements lourds dans ce domaine-là de pouvoir continuer à nous accompagner dans nos efforts de développement. Nous avons également estimé qu'il était bon d'accorder une certaine importance au développement de l'artisanat. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat s'en est occupé pendant un certain temps, mais le secteur de l'artisanat connaît un certain nombre de difficultés et il est important que nous puissions booster ce secteur-là parce que c'est un secteur qui est porteur de création d'emplois et d'investissements. Il faut que nous travaillions à faire en sorte que l'artisanat sorte des ornières pour devenir un secteur dans lequel il y a l'entrepreneuriat qui se développe et en ce moment, nous pourrons avoir la possibilité de créer des emplois et de permettre à nos jeunes de pouvoir accéder à l'emploi et être des entrepreneurs qui emploient également d'autres jeunes dans le cadre du processus de développement et de création d'emplois au niveau de notre pays. Voilà un peu les principales innovations et que nous avons envisagé dans le cadre de ce nouveau gouvernement que nous sommes en train de mettre en place. Et nous espérons que la presse sera là pour nous accompagner dans la vulgarisation des préoccupations que nous avons et nous accompagnera également pour que les populations soient au courant de ce qui se fait, parce que nous voulons instaurer des relations dynamiques avec la presse pour que la communication soit améliorée et que nous puissions ainsi développer un certain nombre d'activités à la connaissance de l'ensemble des populations. Je vous remercie. Les premiers mots du Premier ministre Christophe Dabiri à l'occasion de cette prise de contact du nouveau gouvernement. On a tenté d'arracher quelques mots justement à ce ministre assez spécial, Zéphirin Diabré, ancien chef de file de l'opposition politique qui fait son entrée donc dans le gouvernement. Regardez ce qu'il nous a dit. Merci beaucoup. Non, pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Non, je ne parle pas aujourd'hui. Demain à 15h, il y a la cérémonie de vœux au siège du parti. Je fais une déclaration à ce moment-là. Monsieur le ministre, quel sera votre premier chantier? Est-ce que vous allez aller encore? Oui, 15h. Est-ce que vous allez rencontrer Blaise Compaoré? Non, je ne sais pas. Demain à 15h, je vous ai dit, vous venez, il y a la cérémonie de vœux, je fais une déclaration et puis on va poser des questions. Non, je vous en prie. Quel sera votre premier chantier? Non, je vous en prie. Est-ce que l'UPC est toujours dans Je vous en prie. Oui. Merci. Non, n'insistez pas. Bon, merci bien, monsieur le ministre. Demain à 15h au siège. Et voilà, il ne parlera pas. Idriss, vous êtes expert en communication. Là, on sent déjà que ça risque d'être le ministre qui sera beaucoup plus sur le feu des projecteurs. Et il y a peut-être même le risque qu'il fasse de l'ombre même au Premier ministre. Oui, mais avant tout cela, ça saute aux yeux qu'il y a un grand gap, un grand besoin en communication. Déjà, on a cafouillé sur quelques points. Déjà, les directs ont montré comment on a cafouillé sur cette première cérémonie. Et puis, est-ce à cette occasion qu'on devait se justifier de la composition du gouvernement? Il aurait été plus efficace de donner les grandes lignes. Les gens vont constater. Il y a d'autres occasions pour le faire. Et la même chose, allant avec le ministre Zéphirin, cette manière de gérer manque un peu d'élégance et d'efficacité politique. Je pense que
c'est un reflet de ce que notre monde politique a besoin d'une meilleure communication. On va gober ce qui s'est passé, on va continuer de rafistoler, de faire de l'à peu près. Les journalistes et les images qu'on a donné à voir, après ça devient difficile de construire. Mais je voulais terminer avec justement, pas un lapsus, mais ça révèle vraiment la compréhension de la communication au sein du gouvernement. Le Premier ministre dit qu'il entend améliorer les relations avec la presse pour améliorer la communication. Et c'est dans cette dynamique qu'on a toujours été, à résumer ou à sympathiser avec la presse pour penser faire la communication. Je pense humblement, parmi les points de faiblesse du gouvernement sortant, il y avait la communication et il faudra très vite rattraper tout cela dès à présent. Il y a mieux à faire en tout cas. Mieux à faire. On reviendra sur la communication justement avec le nouveau ministre, Ousseini Tamboura. Mais déjà, Lionel Bilgo, est-ce que là, on peut dire que le président du Faso, il donne le ton de ce mandat avec ce gouvernement, notamment avec la création de ce ministère en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. C'est pour vous le défi majeur? Non, en fait, en réalité, il donne une valeur à sa parole, à la parole qu'il avait donnée pendant les élections et pendant la campagne, parlant donc de sa disposition, en tout cas, à accélérer le processus de réconciliation. Mais j'ai bien peur, en fait, que dans cette question de réconciliation, d'abord, il faut définir ce qu'on met dans la réconciliation. Justement, la question, c'est vrai que ce contenu-là fait polémique, la réconciliation nationale, ça fait débat. Cohésion sociale, cohésion nationale, ça aurait suffi, non? Oui, en fait, en réalité, d'abord, il faut être myope ou aveugle pour ne pas savoir qu'il y a une fracture sociale au Burkina. Donc, on a besoin forcément de réconciliation. Ensuite, il faut aller et définir ce qu'on appelle réconciliation. J'espère que ce n'est pas une réconciliation du point de vue politique, parce que la fracture est aussi sociale. Il y a une division au sein des ethnies au Burkina Faso, il y a un mal-être, il y a un mal-vivre au sein de notre société. Et j'espère que cette question de réconciliation va tenir compte justement de tous ces éléments-là, pour ne pas réconcilier des individus politiques divisés du fait de leur opinion politique et idéologique par le passé, et laisser la grande majorité des Burkinabés qui ont soif en tout cas de purger leur rancœur, leur peine, leur douleur, et d'aller vers un Burkina uni. Uni en termes d'ethnie, uni du point de vue de nationalité, uni dans le principe d'une nation qui a la même vision, qui regarde dans la même direction. Ce qui ne veut pas dire que même si on se réconcilie ou si on parle de réconciliation, il faut il faut aller vers une convergence d'idées. Non. Dans la vie, les oppositions permettent de mieux vivre. Donc il faut laisser les oppositions exister. Mais il faut une certaine bienveillance dans notre communauté pour aller au-delà de nos clivages et surtout éviter le péril à venir dans cette espèce de fracture sociale. Chaka Koulibaly, ça va être maintenant le grand défi tout de suite pour ce ministère d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, mettre du contenu dans ce qu'on appelle réconciliation nationale. Tout à fait. Nous y sommes maintenant. Tous les débats qui ont eu lieu de par le passé, les 5 dernières années, portant sur la nécessité d'une réconciliation ou pas, parce qu'il y en a aussi qui estiment qu'il n'y a pas eu d'événements suffisants pour qu'on parle de réconciliation. On peut régler cette question en définissant ce que nous entendons par réconciliation, un processus endogène qui soit propre au Burkina Faso, même si dans d'autres contextes, on a entendu parler de réconciliation, en Afrique du Sud, au Rwanda, etc. Donc nous, au Burkina Faso, maintenant, qu'est-ce que nous entendons faire par réconciliation? Et là, c'est là où le ministère nouvellement créé prend une dimension historique. C'est peut-être, par exemple, de réussir à proposer, si on veut même tenir compte du timing donné par le chef de l'État lui-même, de réussir à proposer déjà d'ici 3 mois, peut-être un document de stratégie de réconciliation au chef de l'État qui définisse, en tenant compte des opinions qui ont déjà été énoncées par les différents groupes, et puis soumettre un document qui clarifie la notion de réconciliation. Qu'est-ce qu'on entend réellement? Et même la planification de ce processus-là pour faciliter la décision du chef de l'État. Donc ce serait déjà ça qu'on doit attendre donc, de ce nouveau
département. Peut-être 2 mots sur la communication. Je pense que Zéphirin a eu peur de parler après le Premier ministre. C'est pour cette raison qu'il a un peu cafouillé sur cet aspect-là. On comprend. C'est vrai que ça c'est assez complexe Parce que le pour Premier lui. ministre a déjà tellement brocardé son sujet que lui, il serait venu encore... et ça allait confirmer ce que vous craignez et qu'il fasse de l'ombre. D'accord. Idriss, vous semblez personnellement avoir un problème avec la notion de réconciliation nationale. Oui, en fait, soit on fait exprès, et dans ce cas, on est en train de rentrer dans la marmaille ou la manigance des hommes politiques, soit on est vraiment perdu. Il se trouve que le terme de réconciliation, que ce soit dans le concept ou dans la réalité sociale ou sociologique, a trait à 2 groupes de 2 catégories. Soit les acteurs politiques, soit des groupes sociaux qui ont eu un conflit. Mais nous savons très bien que le problème auquel on est face ne se résume pas qu'à la sphère politique ou aux groupes sociaux qui ont eu à s'affronter. C'est pourquoi, justement, et je salue cette approche-là, qu'au-delà de la réconciliation, on pense à la cohésion sociale. Le vrai problème qui peut représenter les 80% de nos difficultés nationales, c'est un problème de cohésion sociale. Nous ne sommes pas assez unis sur tous les plans, même du point de vue idéologique, même du point de vue de cette nationalité burkinabé, même sur notre récit commun. Pour vous, la notion de cohésion sociale renferme la notion de réconciliation? Absolument. La réconciliation intervient comme un mode opératoire pour une meilleure cohésion sociale, mais on ne peut pas en faire un objectif de gouvernement. D'accord. Alors, on va regarder cette image. Voilà. Vous voyez là, Zéphirin Diabré, ministre en charge de la réconciliation nationale au Burkina Faso, Kakabe Kwadjo Konan Bertin, ministre en charge de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Donc, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina, on parle tous de réconciliation nationale. Ça reste donc un défi pour ces 2 pays. Une thématique, je pense que toute l'histoire des pays africains, en réalité, est une histoire qui nécessite que nous la revisitions en termes d'appropriation de l'identité politique, étatique africaine. Et pour emboucher la trompette soufflée par Drissa, je dirais que c'est vrai que dans d'autres contextes, la réconciliation s'est appliquée à des moments historiques spéciaux, les douleurs de l'apartheid, le génocide rwandais, la guerre civile en Côte d'Ivoire, la guerre civile en Centrafrique. Et notre contexte peut-être présente certaines différences de ces contextes-là, même si on peut aussi trouver matière à justifier une réconciliation, déjà avec le terrorisme qui fait déjà 5 ans, tout à fait. Et qui concerne des Burkinabés. La notion de vivre ensemble. Voilà, des Burkinabés qui font partie de ce terrorisme-là. Au passage, Lionel, merci pour la photo. Ah oui, c'est une photo qui a été prise le 9 mars 2019, alors que j'accompagnais Kakabe aller saluer le chef de file de l'opposition, tout comme il est allé saluer également le président par intérim à l'époque du MPP, Simon Comporé, et bien d'autres personnalités au Burkina Faso. Et effectivement, les deux se serraient la main sans savoir qu'ils allaient être liés par la même fonction 1 année et demie plus tard. Et donc, ils ont un destin commun, celui de porter la lourde responsabilité de réconcilier d'un côté les Ivoiriens entre eux, et de l'autre côté les Burkinabés entre eux, mais également de réconcilier les Ivoiriens et les Burkinabés. Ça va même au-delà de nos frontières. Très important, et d'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne, Kakabe tenait justement ce discours d'apaisement, de vivre ensemble avec les populations ouest-africaines. Hein. Oui, mais surtout avec la population burkinabé, parce que nous avons un cordon ombilical lié du fait de l'histoire. Sans oublier qu'en Côte d'Ivoire, il y a Laurent Gbagbo qu'il faut faire entrer, les Goudé, etc. Au Burkina, il y a Blaise Compaoré qu'il faut faire entrer, il y a Kouba Ezagzida, etc. En fait, ce sont les mêmes indicateurs. On a les mêmes indicateurs dans chacun des 2 pays. Merci. Alors, on va parler justement de l'homme à proprement parler. Zef, le gros poisson pour ce gouvernement. Zef au gouvernement, le bon choix pour l'opposant historique, selon vous, Idriss? Oui,
et c'est salutaire. En fait, pour les notions, pour les historiens, il n'y a d'histoire que quand il y a des mouvements sociaux. On ne peut pas rester opposant. Toute la vie, en fait, on ne contribue pas à l'histoire. C'est des allers et revenus, en fait. C'est des allers et retours. Je pense qu'il a très bien fait d'arrêter ce cycle infernal d'opposer ou le pouvoir. Je pense qu'il nous appartient effectivement de tirer les leçons, qu'on peut contribuer au progrès du pays, quelle que soit la posture qu'on a. Et je pense qu'il a très bien fait. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Il gagne quand même parce que se jouait sa propre survie politique, la survie de son parti. Et il appartenait aussi à la majorité d'atténuer et de poser un acte qui allait quand même freiner un tant soit peu les remous sociaux. C'est sûr que les partisans de l'UPC ou des Zéphirins ne pourraient plus tenir les mêmes discours ou avoir les mêmes agitations sociales qu'il y avait par le passé. Je pense que c'est un bon deal politique. Un bon deal politique. Lionel Bligo, c'est aussi votre avis. Ce ministère, justement, au-delà peut-être de la primature, puisqu'il était pressenti à ce niveau, au-delà de ça, c'est bon à prendre pour ce ministère-là. Ça semble être le poste qui lui sied finalement pour ce gouvernement, ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale. Je pense que c'est une épine qu'il vient de prendre. Et je crois que Zéphirin Diabré, pour connaître un peu l'homme, sait où il a mis les pieds. Et ensuite, il faut voir que cette question également doit être pilotée par quelqu'un de confiance. Il ne faut pas oublier qu'il y a une amitié, en tout cas entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, qui ne date pas d'aujourd'hui. Les deux hommes se connaissent très bien et ont toujours gardé de bonnes relations, même en étant dans des idéologies opposées. Et donc, du coup, ce n'est pas deux étrangers qui vont collaborer ensemble. C'est deux personnes qui se connaissent très bien. Maintenant, est-ce que c'était la bonne personne pour conduire cette réconciliation? J'entends une sourde voix au fond de moi qui me dit qu'il aurait peut-être fallu, et ça, elle est vraiment sourde cette voix-là, prendre quelqu'un de neutre, d'apolitique. Parce que cette réconciliation inclut également et aussi les acteurs politiques. Est-ce que la personnalité aussi de l'homme ne compte pas dans le cadre justement? Parce qu'il faut être aussi une personne qui peut parler à tous les acteurs, tous les protagonistes, mais au-delà justement de cette réconciliation au niveau politique, et n'oublions pas, on a parlé tout à l'heure de cette question, cette crise au niveau des communautés, mais c'est aussi le dialogue qu'il faut renouer avec les syndicats, etc. Est-ce que le profil aussi ne compte pas? Non, vous savez, les profils ne manquent pas dans ce pays-là, et des profils de tout horizon ne manquaient pas. Et moi, je crois très sincèrement et je suis honnête et sincère en le disant, que Zéphirin Diabré a pris une grosse épine. C'est vraiment un des ministères ou une des missions les plus compliquées, les plus difficiles qu'il va avoir à piloter. Bien entendu, il a un leadership certain. Il connaît le territoire pour l'avoir parcouru 2 fois de suite, en tout cas, ou au moins plus de 2 fois, pour installer son parti politique, pour aller à la conquête du pouvoir par 2 fois. Et donc, il connaît très bien ce pays-là. Il peut facilement réconcilier les cœurs. Mais le tout dans un ministère pareil où on identifie une tête clé n'est pas de porter un leadership individuel, mais c'est de s'assurer d'avoir une commission ou un comité multiculturel, multiforme, à même capable de vous soutenir dans l'action de réconciliation. Pour mettre ça en place, il faut du leadership aussi. Et il faut du leadership et il faut avoir une vision et avoir une feuille de route bien écrite, bien claire, pour aller au-delà des clivages. Et le plus difficile pour lui n'est même pas tant d'aller convaincre ceux qui sont exilés ou ceux qui sont dans des situations difficiles, c'est de convaincre ceux avec qui il a milité pendant un bout de temps, en tout cas à l'intérieur de l'opposition, et qui y sont restés. Oui, c'est une mission assez risquée pour lui, non? Risquée, je pense que la personnalité et l'expérience de Zéphirin Diabré lui permettra de répondre aux exigences. Mais avant cela, je peux parler un peu du fait qu'il rejoigne la majorité, enfin le chef de l'État. Il faut dire que autant Zéphirin Diabré que Roch Kaboré, ils partagent une base politique commune qui est l'insurrection de 2014. Donc c'est de là que l'étape récente de notre histoire politique a pris une certaine origine. Donc, à ce niveau, ayant fait ensemble ces soulèvements-là,
c'est un mouvement politique qui a créé, je pense, des rapprochements et une base sur laquelle ils peuvent tous travailler en se disant il y a un Burkina avant 2014 et un Burkina après 2014 dans laquelle il a aussi une place. Donc, ensuite, il se trouve que dans notre système politique, nous n'avons pas les acteurs extrêmes. Nous n'avons pas d'extrême gauche, d'extrême droite qui fassent qu'on puisse parler d'alliance contre nature. Cela n'existe pas vraiment. Et surtout que, quelle que soit la couleur idéologique des partis politiques ici, au final, l'État applique le pragmatisme puisque nous sommes tous assujettis aux politiques de Bretton Woods. Donc, les clivages existent, mais ils ne sont pas fondamentaux, ils ne sont pas déterminants de radicalisme entre les acteurs. Ce qui fait qu'ils peuvent très bien se retrouver à un moment donné si on ajoute donc, le facteur contexte national qui définit tellement de défis qu'il est important de regarder un peu au-delà des différences politiques et idéologiques. Pour terminer avec le ministère lui-même, c'est peut-être difficile pour créer ces ministères-là, mais je pense que la personnalité de Zéphirin Diabré est, à mon sens, l'une de celles qu'il aurait fallu effectivement pour le faire. Ce ministère n'existait pas, il va falloir le créer de toutes pièces et surtout assurer son assise institutionnelle. Peut-être qu'il va falloir innover, mais il y a des expériences qui existent dans notre propre pays. Vous avez par exemple le ministère de l'élevage. Avant sa création, on considérait l'élevage comme une sous-activité de l'agriculture. Vous avez trouvé le ministère du développement rural, qui était dominé par les agronomes et ainsi de suite. Quand on a créé le ministère de l'élevage, il fallait définir institutionnellement et l'installer pour que ça devienne acceptable dans le paysage institutionnel. Il y a eu aussi le ministère des droits humains, qui lui n'a pas pu exister dans la durée, parce que secrétariat d'État, il est devenu ministère plein, aujourd'hui fondu avec la justice, il a eu du mal à se tenir en tant qu'institution autonome. C'est ce défi-là que Zéphirin aura pour le ministère de la Réconciliation nationale, et où il va falloir puiser dans les ressources. C'est pour ça qu'il fallait quelqu'un qui ne perde pas du temps dans les contacts qu'il va falloir avoir avec le maximum possible d'acteurs. C'est pour ça que je trouve que cette personnalité, en plus de régler un problème politique, était peut-être celle qu'il aurait fallu, en tout cas dans les premiers moments de l'initiative de la réconciliation, pour pouvoir initialiser ces processus-là et lui donner une consistance avec les premières étapes qu'on va essayer d'évaluer dans peu de temps. Zef, l'UPC risque gros quand même, non, Idriss? Non, je pense que quand on prend de la hauteur, on se rend compte en vérité que la ligne de démarcation est en train d'être respectée. Vous avez dans ce gouvernement tous ceux qui ont fait ou qui ont provoqué ou participé activement à l'insurrection. À cette date historique de tournant politique pour notre pays, il y avait les deux camps. Malheureusement, à l'issue des élections de 2015, on ne voyait pas cette démarcation, si bien que le dialogue, que l'opposition, que les mouvements sociaux n'avaient pas de prise. On ne savait où prendre pour pouvoir faire le dialogue. Aujourd'hui, c'est assez net. L'UNIRPS, l'UPC, le MPP, la société civile, tous ceux qui étaient à la base, qui avaient les mêmes raisons pour lesquelles il fallait se battre et mourir pour changer, sont du même bord. Maintenant, ils laissent de l'autre côté, en bonne et due forme, ceux qu'ils ont renversés. Et donc, pour moi, je crois que c'est bien pour notre histoire politique. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que ça risque, il se peut que ça ne suffise pas. Il faut déjà projeter ce que ça va devenir. Un ministère comme celui-là, dans un gouvernement qui unit toutes ces personnalités-là, si nous réussissons cette mission-là, il est fort probable que nous allions vers une configuration du monde politique. Ils sont devenus partenaires. Qu'est-ce qu'ils gagnent en offre politique à se rediviser dans des particularités? Donc pour moi, il faut remarquer peut-être qu'on est redevenu conséquent de la lutte historique de l'insurrection et qu'il faut assumer cela pour pouvoir assurer la transition. Merci. Même si Ablassi Ouedraogo n'a pas encore rejoint, hein. Pour l'instant, on attendra de voir. Lionel,
pour vous, Zéphirin Diabré et son parti pourront sortir de cette aventure beaucoup plus réhabilitée ou pourrait risquer définitivement l'arrêt de mort? Vous savez, il n'y a pas de surprise dans la décision de rejoindre le gouvernement par Zéphirin Diabré. Je crois que les populations burkinabées avaient déjà entendu des bruits de couloir au lendemain des élections. Cette question avait déjà été posée sur pas mal de plateaux télé, radio, y compris par vous-même. Et on avait déjà perçu le désir, en tout cas, pour l'UPC de rejoindre le gouvernement. Je crois que c'est un choix très stratégique, très technique. L'autre question qu'on doit se poser, c'est qu'aurait pu faire en fait l'UPC encore dans l'opposition. Et une fois qu'on voit la mine de l'UPC encore dans l'opposition, une fois qu'on l'imagine, on se dit que peut-être que là, c'était vraiment le bon choix. Le bon choix pour justement également éviter cette fracture au sein même du parti, qui avait déjà commencé sous Salif Diallo, souvenez-vous, au sein de l'hémicycle, quand une partie des hommes de l'UPC avait fait fraction pour aller rejoindre le parti au pouvoir, la majorité présidentielle, l'UPC s'était retrouvé un peu triste. Et donc, je pense que là, et d'ailleurs, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, quel est le sentiment profond de ceux qui avaient déjà quitté la barque plus tôt? Mais là, ils coupent l'herbe sous leur pied, visiblement. Quand ils voient ça, effectivement. Et c'est un jeu hautement politique. C'est pour ça qu'il faut se dire qu'il en a dans la tête, cet homme-là, Zéphirin Diabré, quand il fait ça. Peut-être même qu'il ne l'a pas fait pour rejoindre ou pour ce siège de ministre, qu'il l'a fait pour sauver le parti et lui donner d'autres couleurs, une nouvelle couleur, peut-être. C'est peut-être aussi l'aboutissement de la stratégie du MPP qui a attiré, qui l'a contraint à une haute négociation. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes carrément en train de changer les paradigmes. Très important. Siaka, finalement, entre-temps aussi, Simboro et ses camarades espéraient aussi pouvoir intégrer aussi ce gouvernement, certainement, y compris la dernière vague avec Nathanaël. Oui, je pense que ce groupe-là, du fait qu'il ne se soit pas prolongé en une formation politique, a peut-être perdu un peu des dividendes de son action qu'ils avaient entrepris en quittant l'UPC. Si c'était positionné, un peu plus tard, justement. Voilà, ça a été fait un peu plus tard, mais je pense que c'était peut-être un peu tard par rapport aux échéances et que les jeux étaient peut-être déjà faits, si bien qu'ils n'ont pas vraiment tiré le grand profit qu'on s'attendait qu'ils tirent de cette action-là. D'accord. On parle à présent de l'autre gros morceau, Maître Benewende Sankara. Peut-être là, pour la politique sankariste du logement, il se retrouve justement à l'habitat. Oui, on a vu que l'essentiel des mouvements sociaux se rappelait ce qui s'est passé en termes de politique de logement et de justice foncière même sous Sankara. Dans l'inconscient collectif, c'est vraiment vers les politiques de Sankara dans quelques secteurs. Lorsque ça ne va pas aujourd'hui, on se souvient de lui. Alors justement, c'est l'une des bombes que tout le monde craint qu'elle explose et qu'elle n'explose. Qu'un sankariste en arrive là, surtout pour sa première gestion d'un ministère, je pense qu'il a la preuve historique de dire qu'il n'est pas que sympathisant de Sankara, qu'il est vraiment sankariste comme tout le monde attend de lui. Et c'est une belle opportunité. Et connaissant l'homme un peu, je pense que sa manière de voir et de fonctionner permet d'aller vite et bien sur ces questions. Il aura une vision certainement révolutionnaire, Lionel Bilgo, sur ce point. Mais on sait aussi que Sankara, c'est un amoureux de l'environnement. On l'a vu, Bassien Nessio, qui vient justement de sa formation politique, l'UNIPS, mais qui semble avoir déçu certains Burkinabés, notamment sur la question de quoi. On a vu aussi à l'élevage, l'UNIPS détenait aussi ce portefeuille. C'est le monde rural aussi. On connaissait l'attachement de Sankara à ce milieu aussi. C'est vrai qu'en réalité, il y a eu des résultats à ce niveau aussi, mais bon, on aurait souhaité peut-être mieux que ça. Est-ce que l'empreinte révolutionnaire sankariste, on pourra véritablement voir cela avec Maître Sankara? C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre Sankara et le sankarisme. Je crois que Sankara, puisqu'il n'a pas participé à l'écriture de l'idéologie sankariste, ça s'est fait après lui, il ne faut pas les comparer
de prime abord. Et d'ailleurs, Maître Sankara se démarquait sur cette question quand on veut lui demander de vivre comme Sankara dans l'austérité. Il sort de sa réserve pour dire que voilà, il peut bien porter les idées de Sankara et puis vivre de son gagne-pain et puis ne pas vivre dans l'austérité. Et pour la question du ministère de l'urbanisme, il faut remarquer que autant je disais que Zéphirin avait une épine, je dis encore là que Maître Sankara a une autre épine. En réalité, si ça se passe mal, ça ne se passera pas mal pour le MPP, mais pour ces partis-là, en fait, en réalité. Est-ce que stratégiquement, ce n'est pas d'ailleurs pour cela qu'on a préféré ce ministère à un parti allié plutôt qu'au MPP, justement? Ça peut être... Ça peut être on sent la bombe aussi foncière. Ça peut être sciemment fait, même si on n'a pas la preuve. Mais en tout cas, il est clair dans l'analyse que si ça se passe mal, ça va déteindre sur l'image de l'UNIR-PS plus que sur l'image du MPP. Parce que l'électorat aussi à ce niveau. Pour la réconciliation aussi, si ça se passe mal pour Zéphirin Diabré, je touche du bois et tout Burkinabé devrait souhaiter que ça se passe bien, puisque c'est un vœu cher pour l'ensemble des Burkinabés. Si ça se passe mal, et ça va déteindre également sur son parti qui est le MPP. Du coup, ces deux personnes, ces deux alliés ont fort à jouer dans ce gouvernement-là. Non pas pour participer de façon passive, mais pour sauver aussi l'image de leur parti politique, de leur électorat, mais également montrer leurs propres compétences au sein de ce gouvernement-là. Ça ne sera pas une mince affaire, et je pense que s'ils ont le leadership qu'il faut pour occuper ces postes-là, il devrait falloir qu'ils montent rapidement au créneau pour se saisir de ces questions-là. Oui, Siaka, Maître Sankara, l'UDPS, disons, qui perd un portefeuille, hein, quand même. Ils avaient deux dans le précédent gouvernement, retrouve avec aujourd'hui un portefeuille. Ils changent carrément du domaine, c'est l'habitat, l'urbanisme et de la ville. Et on sait aussi justement ce que vaut la révolution sur ces questions de logement. Est-ce que vous pensez que l'homme pourrait véritablement révolutionner les choses à ce niveau? Déjà, il y a certains Burkinabés qui commencent à réclamer les 2000 francs avec bonne année. Alors, moi, je voudrais faire une précision ici pour peut-être un peu amenuiser le risque qu'on est en train de mettre sur le fait que M. Sankara soit au ministère de l'Habitat, pour la simple raison que le gouvernement est l'équipe dont se dote le chef de l'État pour mettre en œuvre les grandes orientations qu'il a arrêtées. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que M. Sankara Beneouende vienne avec ses propres idées à lui pour les mettre en œuvre au niveau du ministère. Ce sont les orientations que le chef de l'État va définir à la matière, que lui, il va essayer de mettre en œuvre. Si d'aventure, ces convictions idéologiques ne sont pas conformes avec les orientations du chef de l'État, il refuserait le département. Donc pour moi, s'il accepte le département, cela signifie qu'il est d'accord avec les orientations. Il va juste appliquer, il ne va rien apporter en termes... Il va appliquer... Non, il ne faut même pas qu'il applique autre chose parce qu'on va avoir une confusion en ce moment. Parce que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale où chaque ministre vient représenter une composante avec les orientations de cette composante. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement issu d'une élection dont est sorti un élu et une majorité. Donc c'est cohérent. Maintenant, quand on va à cette politique, quelle est-elle? C'est là où on doit avoir le changement. C'est au chef de l'État qu'on doit s'adresser. Quand il est arrivé au pouvoir en 2015, il a appliqué une politique qui sort du bloc de cohérence de son idéologie, la social-démocratie, parce que ce sont les sociétés immobilières qui ont été sa stratégie foncière, notamment dans les zones urbaines. Si ça pose problème, c'est au chef de l'État de faire le diagnostic et de se dire, bon, peut-être que... Et il a dit, hein, je l'ai entendu plusieurs fois parler de la question foncière sur laquelle il dit, oui, effectivement, les Burkinabés ont manifesté beaucoup de désagréments par rapport à la gestion de la question foncière. Lui, il prend acte de cela. S'il il pense qu'il faut changer de stratégie pour aller, par exemple, à la gestion sociale, qui est le lotissement, grand public, des masses, il prend cette orientation
Et on dit, bon, à partir de maintenant, on va peut-être mixer, je ne sais pas moi, dans un certain pourcentage, société immobilière dans une proportion, lotissement dans d'autres zones. Et là, M. Sankara va peut-être trouver un espace pour faire appliquer son idéologie de Sankara, qui est de faire revenir cette politique de lotissement des masses, etc. Autrement dit, il vaut mieux qu'on reste dans cette cohérence-là et que ce soit le chef de l'État qui définisse la politique du logement, la politique de l'habitat, la politique foncière, et que le ministère soit là pour donc l'appliquer. J'aime bien la sainte sincérité de Siaka Coulibaly, mais c'est une pédagogie technique. Nous tous ici, on comprend. Moi, je parle de la perception sociale, populaire. Quand un prêtre qui est censé exécuter la vision du Vatican viole un enfant, ça déteint sur l'Église catholique. Quand un imam qui est censé appliquer la vision de l'islam et qui fait autre chose, ça déteint sur la religion. Ça, c'est la perception populaire. Donc, quoi qu'on dise, on sait qu'ils sont venus dans un gouvernement qui a une unité d'action, qui est pilotée suivant une feuille de route dessinée par un chef suprême qui est le chef de l'État, mais il n'empêche qu'ils ont une coloration politique avec un parti politique derrière, et tout ce qu'ils feront seront scrutés, et si bien que ça pourrait déteindre cette couleur sera la directive. Sur leur porte-partie. Il faut relativiser. Dans l'approche populaire, comme il disait, je rebondis sur son exemple. Si l'acte du prêtre salit l'Église, ça ne salit pas son ethnie. Je pense que ceux qui vont capitaliser, ce sera le MPP. Que Zéphirin ou Maître Sankara soient efficaces, c'est dans le système du MPP qu'ils sont parvenus. Il leur appartient de développer une autre stratégie pour capitaliser sur leur parti. Mais ce que je pense, quoi qu'il en soit, leur personnalité va déteindre sur la gestion. Ils ont un leadership propre. En termes de force de proposition, quelles que soient les directives qu'ils vont recevoir, il leur appartient en toute responsabilité de faire un contre-brief, de débriefer ça et apporter leur approche. Ensuite, dans l'exécution, on attend essentiellement deux choses, de la rigueur et de l'efficacité. De la rigueur pour qu'il n'y ait pas de casserole ou de choses reprochables, mais de l'efficacité. Là où 2 millions de personnes se plaignent de leur situation de logement, qu'ils puissent répondre peut-être en 6 mois, alors que le système demandait qu'on réponde. Voilà, un plus de temps. Il y a justement le programme présidentiel, mais il y a aussi le dynamisme de chaque ministre qui doit pouvoir être déterminant. Dans l'orientation précisée par le chef de l'État. D'accord. On va suivre une petite présentation de ce nouveau gouvernement. Beaucoup d'observateurs et de partisans l'attendaient à la primature. À défaut, l'ancien chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, fait son entrée au gouvernement d'Abiré en tant que ministre chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Parmi les nouveaux visages du nouveau gouvernement, on note également l'entrée du professeur Charles-Maï Marie Ranyagne Wende Ouedraogo à la tête du département de la santé. Victoria Ouedraogo Kibora, elle, est nommée ministre de la Justice, des droits humains, de la promotion civique, garde des Sceaux. Clément Sawadgo, un habitué des portefeuilles ministériels, fait son retour. Il est ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ouseni Tamboura chapeaute le département de la communication. C'est le nouveau ministre de la communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. La députée et professeure d'université Élise Ilboudo Tiambiano, elle dépose ses valises au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dominique André Nana remplace Daouda Azoupiou au sport et des loisirs. L'autre fait marquant, c'est l'entrée de Benewende Stanislas Sankara comme ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville. Ousmane Nakro, Modeste Yerbanga sont nommés respectivement ministre de l'eau et de l'assainissement et ministre des ressources animales et halieutiques. Au titre des ministères délégués, le secteur des mines est rétrogradé en ministère délégué et géré par Aimé Zongo. Il sera auprès du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Anne-Louise Go, ministre déléguée chargée de l'artisanat auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Maxime Koné, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur,
aux côtés du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. À l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, chargé de la recherche scientifique et de l'innovation, Maminata Traoré remplace Urbain Ibrahim Koulidiati. Il y a aussi ces indéboulonnables ministres sous le précédent quinquennat. Ils sont toujours là. Il y en a qui ont vu leur portefeuille renforcé, comme c'est le cas avec Alpha Bari, qui voit la question de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur se greffer en son ancien portefeuille. Et Bachir Ismaël Ouedraogo, qui lui aussi voit son département d'antan se renforcer avec le rattachement des mines et des carrières. Il y a aussi ceux qui perdent quelques points, comme c'est le cas de Siméon Sawadgo, de ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et des cultes. Il devient ministre de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Ce sont au total 36 ministres et ministres délégués qui devront travailler à la mise en œuvre de la politique gouvernementale du président Kaboré pour son second quinquennat. Légère hausse du nombre des femmes dans ce gouvernement, de 7 au précédent gouvernement, on est passé à 9, même si on constate que la plupart d'entre elles sont des ministres délégués. Voilà. Des départs remarquables, il y a notamment Rémi Fulgence Danguino, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui cède sa place à Ouseni Tamboura. Idriss, vous êtes de la communication de ce secteur-là. Rémi Danguino s'en va. C'est peut-être aussi la conséquence d'une gestion de la communication qui n'a pas toujours été au rendez-vous. En tout cas, pour ce que je sais des avis des principaux acteurs de la communication, professionnels en tout cas, il y avait beaucoup de choses à redire sur la gestion de la communication et même la compréhension de la communication. On a très souvent reproché aux journalistes qui viennent en communication de vouloir résumer les choses aux faits et d'imposer les faits. En tout cas, techniquement parlant, il y avait beaucoup de choses à redire, mais je pense que ce n'est plus l'ordre du jour, ce n'est plus très important. Mais déjà, l'une des faiblesses que nous remarquions, c'est qu'on confie ces portefeuilles-là à un professionnel qui doit gérer ses homologues qui ont la liberté de ton, qui avaient une certaine habitude, alors que prendre la parole au nom d'une institution, c'est porter toute la solennité de l'institution. C'est sûr qu'avec un journaliste avec lequel on a 30 ans, 20 ans de compagnonnage, ça devient difficile d'installer certaines choses. Je pense, et nous appelions cela même d'ailleurs, que quelqu'un qui a l'intelligence suffisante, nécessaire, la personnalité et la profondeur politique nécessaire, prenne un ministère comme celui-là, ça permet d'équilibrer les relations avec le monde de la presse. Et ce sera le cas pour Ouseni Tamboura? C'est le bon profil? Bon, je pense qu'il a le tempérament qu'il faut, il a le bagage qu'il faut. Ce qu'on sait de lui, en tout cas, ça ne doit pas être un ministère difficile à gérer pour lui. Sauf que, comme pour l'urbanisme ou la réconciliation, de mon point de vue, c'est l'une des urgences nationales. Permettez-moi de faire une parenthèse, une situation déplorable. Vous avez aujourd'hui au Burkina une grande, ultime opération chirurgicale qui se déroule au Burkina, mais où l'exclusivité de la couverture est réservée à un média international français. C'est déplorable en termes d'image. Les Burkinabés, avec cette opération qui se passe pour le bonheur des Burkinabés, et ça se passe au Burkina, les médias n'ont pas la possibilité d'être au cœur de l'événement. C'est tout ça, gérer la communication du pays. Il y a une souveraineté nationale à acquérir à ce niveau-là, en améliorant notre communication, en améliorant notre manière de faire. Même l'événement de prise de contact aujourd'hui au niveau du gouvernement devait être huilé. C'est un événement où il ne doit pas avoir d'hésitation. Que Zéphirin doive parler ou pas, ça ne doit pas être une improvisation, un élément surprise où on doit être en train de balbutier. C'est tout ça qu'il faut prendre à main. Et j'allais terminer encore par une autre remarque. Qu'à chaque fois, que ce soit l'institution présidence ou primature qui s'empresse à la RTB, on ne doit pas... Non, c'est les médias qui doivent aller à l'institution. La lecture de la liste des membres du gouvernement, il était de bon ton et pour imposer l'institution,
qu'on invite la presse à couvrir cela. Voilà, voici des petites choses qui semblent mine de rien. Quand vous prenez le statut ou le contenu, la feuille de route des DCPM, à plein de niveaux, en tout cas la communication a besoin d'une vraie révolution, sinon on va répéter, souvent inconsciemment, sans savoir pourquoi ça ne marche pas, mais c'est parce qu'en fait on passe à côté des règles. C'est vrai que vous parlez tout à l'heure des directions de la communication où parfois le travail se limite plus à une question de relations presse, malheureusement. Je voudrais appuyer. Quand vous regardez les copies du décret de nomination, il y a un flagrant problème de mise en forme. Ça passe parce qu'on cherchait les nominations, mais en termes d'image, c'est encore avec les mêmes caractères. Prenez pour les autres pays plus ou moins avancés. Mais c'est sur ces questions-là qu'ils nous dominent. Même au niveau du graphisme, il y a la République bananière du graphisme et puis il y a l'excellence. Il y a toutes ces compétences. Il faudra faire en sorte qu'ils puissent avoir même une charte. Un texte officiel doit avoir une manière de présenter de sorte que quand on regarde le document, il inspire confiance. Mais quand il semble être rattrapé et que l'espacement entre deux mots, ça laisse à désirer. Je pense que voici des choses sur lesquelles il ne faut pas lésiner. C'est vraiment le ministère où il faut être beaucoup plus pointueux et plus précis. Oui, Lionel, la communication, l'un des défis majeurs pour ce quinquennat, au regard de ce qu'on a pu constater pendant le premier quinquennat. Est-ce que Tamboura, ou Sini Tamboura, justement, vous pensez être l'homme à même justement nous permettre justement d'atteindre des résultats dans ce niveau? Je ne le connais pas plus que ça pour le juger sur ce poste-là et je m'en voudrais de le faire avant de l'avoir vu à l'action. Mais la communication est primordiale pour le Burkina Faso. Maintenant d'ailleurs plus que jamais, parce que nous sommes un pays en crise. Et dans un pays en crise pareil, communiquer permet d'adoucir un peu les tensions, permet également de mettre au parfum au mieux en tout cas les populations à travers différentes palettes qu'on pourrait utiliser pour transmettre, expliquer, justifier ou encore présenter. Et je crois que c'est très important que cette communication-là se professionnalise davantage pour mieux rassurer les Burkinabés dans leur ensemble. Donc c'est un ministère pour moi très important et il a une lourde tâche effectivement de reformer en tout cas l'ensemble de son secteur pour permettre une meilleure visibilité de l'action gouvernementale, une meilleure pédagogie dans la démarche du gouvernement, mais aussi de faire le lien entre les gouvernés et les gouvernants pour éviter justement les quiproquos. Et c'est l'absence parfois de bonne communication qui fait naître parfois les fake news et surtout les charlatans en communication qui se prennent pour des journalistes ou en tout cas pour des médias. S'il y a une bonne communication bien structurée, avec des manières de faire reconnues et connues par tous, je pense que ça va réduire moins, en tout cas, le charlatanisme en termes de communication. Cheka Koulibaly, Ousseini Tamboura, qui était sous Blaise Compaoré, ministre délégué au niveau de l'éducation nationale, en charge de l'éducation non formelle, et qui revient là au poste de ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Oui. C'est un autre challenge. Bien sûr. Il me sera difficile d'être plus complet que ce que Idrissa a dit sur le secteur de la communication. Moi, quand je regarde ce département, il me vient à l'esprit que c'est un département où le pensionnaire gère le quotidien et qui n'a peut-être pas le temps ni les moyens d'assurer l'excellence qu'on rechercherait. Il faudrait beaucoup de choses en même temps. Il faudrait de la vision, tout simplement. Il faudrait de la vision d'abord, c'est vrai, mais il faut revenir sur la qualité des acteurs aussi. Ceux qui participent à la communication aujourd'hui, à l'information, sont tributaires, je dirais, de l'éducation qui a été reçue depuis 30 ans maintenant. Ce sont des gens de cette catégorie d'âge-là. En termes donc de maîtrise des outils, de la langue, dont il a parlé. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'appesantir sur ces aspects-là? Pour moi, il serait difficile qu'on soit plus performant que ça. Il faudrait, à mon avis, tenter d'éviter les gros coups qui pourraient porter ombrage. Malheureusement, vous avez vu que les 5 dernières années, la communication gouvernementale a beaucoup souffert.
que ce soit pour les situations accidentelles comme... Ousseini Tamboura, on le sait, il y a de la modération dans ce discours. Il y a de la modération. Ça, c'est un point positif. Pour moi, il peut réussir la communication du gouvernement. C'est-à-dire expliquer qu'est-ce que le gouvernement a voulu prendre comme décision, quelle est l'orientation que le gouvernement est en train de suivre, quelles sont les justifications des décisions et des actions. Pour ça, il a la capacité, à mon sens, d'y réussir. Maintenant, transformer le secteur, parce que c'est aussi une de ses responsabilités, c'est là où je pense que ça va être plus difficile pour lui, puisqu'il n'a certainement pas le temps. Hein. Bon, c'est vrai qu'il peut initier des réformes, mais à mon avis, une ou deux réformes seulement seraient déjà beaucoup pour lui. D'accord. Alors, il y a aussi Abdul Karim Sango qui est remplacé par la députée Élise Ilboudo Tchombiano, qui est prof d'université, chef de département histoire et théologie à l'université Joseph Kizerbo. Idriss, Sango, finalement, sa franchise, son franc-parler a fini par l'emporter, peut-être? Il y a la mission qui devait l'emporter sur les personnalités, parce que ce que nous avons le plus à offrir à partir du FESPACO, du CIAO ou du vécu de tous les jours, c'est vraiment avec une grande portée culturelle. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme pour la réconciliation, on se perd en conjecture, en définition. Il faut une vision. Je prends un cas comme la Semaine nationale de la culture, qui, dans le concept, s'agit de faire revivre ce qu'il y a pratiquement de roots, de racines, de propre. Est-ce que c'est une vitrine pour toute notre culture? Est-ce que notre culture se résume à... En fait, il y a une question de vision. Et je pense que jusqu'ici, autant pour la communication que pour la culture, il faut une personnalité qui puisse le faire. Mais on a la chance qu'elle, par exemple, elle sorte, on souhaite vraiment qu'elle soit formatée par une discipline comme l'histoire, de sorte qu'elle voit en chaque peuple la trajectoire. Et qu'est-ce qui permet d'être le moteur de chaque peuple pour faire la trajectoire à travers l'histoire? Je pense qu'on aurait une grande chance à faire un bon lien entre la communication, la culture et la réconciliation ou la cohésion sociale. Si on pense ou on approche ces différents ministères-là avec cette approche, on a de la chance de réussir. Lionel, on a aussi Lemine Oumarou Idani qui s'en va. Désormais, ce secteur est géré par un ministère délégué, géré par Aimé Zongo. On a comme l'impression quand même qu'on veut faire de l'ombre, on veut moins de projecteurs sur le secteur des mines, qui reste quand même un secteur assez important, qui devrait pouvoir bénéficier d'un ministère plein, non? Est-ce que les différentes affaires, finalement, qui ont éclaboussé de ce secteur, n'ont pas été pour quelque chose dans cette volonté peut-être de mettre plus de la lumière sur l'énergie et faire un peu d'ombre et permettre à ce secteur de travailler un peu plus tranquillement? Non, je pense que ça ne va pas empêcher, quelle que soit la structuration, ça ne va pas empêcher les médias ou en tout cas les OSC et les personnes qui travaillent sur ce secteur-là d'aller regarder de plus près. Je pense qu'il serait difficile de cacher quoi que ce soit dans ce secteur-là, puisque c'est un secteur qui touche directement les populations dans leur localité. Quand il y a du gravuge dans ce secteur, c'est tout de suite connu, c'est tout de suite su, et on ne peut pas cacher l'impact sur l'environnement, on ne peut pas cacher le désastre sur l'eau, on ne peut pas cacher le désastre des routes, etc. Récemment encore, votre média faisait un reportage sur une route qui fait souffrir les populations empruntées par les miniers. Et donc, c'est pas, moi je pense que si tant est que la raison c'était pour cacher, c'est raté, mais je ne crois pas que ce soit ça la raison, parce qu'on ne peut pas le faire. Par ailleurs, je pense que le Premier ministre a donné les explications pourquoi il fallait mettre en synergie l'énergie et les mines, et on doit s'en tenir qu'à cette explication-là et attendre de voir dans l'opérationnalisation comment tout ça va être mis en musique. Par contre, le départ de Idani n'achève pas ou ne conclut pas les couacs qu'il y a eu dans ce ministère et surtout les dossiers qui sont en cours. Donc on attend toujours la justice puisque l'administration est une continuité. Cette affaire continuera jusqu'au bout et le bout, c'est la décision judiciaire. D'accord. Il y a aussi René Bagoro. Quand même, c'était le plus vieux depuis la transition. Il était ministre justement de l'Habitat. Il est passé à la justice durant ces 5 ans, qui cède finalement sa place à Victoria Ouedraogo Kibora, garde des Sceaux. Oui.
Et si tu permets, je pourrais dire un mot sur l'énergie, sur les mines, disons. Pour moi, je suis assez radical sur ce sujet-là. La vraie faiblesse technique de ce gouvernement, c'est ce point-là. C'est de faire des mines un ministère délégué, quand on sait ce que ça représente dans notre système institutionnel. C'est-à-dire qu'un ministère qui n'a pas d'autonomie budgétaire, qui va gérer la question des mines, qui est le plus gros poste budgétaire des recettes. Il y a eu des années où on était à 74% des recettes budgétaires par les mines. L'année dernière, donc, justement, à cause de la situation sanitaire, c'est ce secteur-là qui a véritablement qui a sauvé un peu la croissance même du pays. Les 6% sont restés à cause essentiellement des mines, qui est un secteur qui n'a pas souffert du terrorisme même, qui a survécu au terrorisme. Donc, je n'ai pas bien compris qu'on fasse de ce département un ministère délégué, quand on sait ce que ça représente en termes de fonctionnalité, de dynamisme et de fluidité. Bon, comme le dit Lionel, on verra au fonctionnement ce que ça va donner. Mais pour moi, dans la conception, c'est ce ministère-là qui est un peu la faiblesse du gouvernement. La justice. La justice, je pense peut-être que autant René Bagoro que Sango ont été, je dirais, victimes, entre griffes, du reflux des politiques dans le gouvernement qui ont occupé la scène. C'est vrai qu'on a essayé d'équilibrer en maintenant quelques-uns comme Chérif, comme Séni Ouedraogo, mais il fallait, à mon avis, laisser tomber certains. Et bon, malheureusement, ça peut être eux. Peut-être que Bagoro aussi, après 5 années, d'une direction tumultueuse. Quand même, il avait envie de partir aussi. Voilà. Il faut dire que c'était quand même assez tumultueux entre lui et ses collègues. Les organisations syndicales notamment. Et qu'il fallait peut-être trouver une personnalité beaucoup plus accommodante. Et je connais Madame bien Kibora qui vient du Conseil supérieur de la magistrature. Je connais bien Kibora Victoria. Pourra permettre d'apaiser les rapports. Elle n'est pas cassante dans son comportement. Elle peut discuter avec tous les différentes composantes, les différents groupes, les différentes générations même dans le ministère, aussi bien les différentes les sous-composantes comme les huissiers, etc. Si bien que ça peut aussi être une volonté d'apaiser ce secteur-là, qui est un secteur fondamental aussi de la gestion de l'État, le ministère de souveraineté, où il faut éviter que les difficultés, parce que c'est quand même pour cette première fois qu'on a vu les magistrats entrer en activisme syndical. Je n'ai jamais vu ça au Burkina Faso, et c'est sous ce ministère-là que cela s'est passé. Peut-être qu'il fallait rapidement... Des avocats également qui sont... Il fallait rapidement faire marche arrière. Le chef de l'État, ayant été pendant longtemps présent dans l'État, a compris que c'est quand même une nouveauté de voir que les magistrats eux-mêmes vont à la Bourse du Travail soutenir les actions de sitting, etc. Donc, peut-être qu'il va y réussir. On verra bien avec Victoria. Il y a aussi ce gros secteur de la santé, Idriss, professeur Claudine Louguet, finalement, qui paie les frais de sa gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19, peut-être remplacé par le professeur Charlemagne Ouedraogo. Oui, la Covid, certainement. La communication autour de la Covid, certainement, a dû payer. Mais bon, sans que vous êtes un spécialiste du secteur, je ne percevais pas une vision qu'on avait pour notre système de santé, vers où on allait. Certainement qu'elle a hérité de portefeuilles ou de visions, de documents pas forcément consistants. Dans le cas de la Covid, par exemple, le fait de spécialiser des centres, il y avait beaucoup d'allers-retours, mais ça allait au-delà de la Covid. Ça montrait peut-être une lacune de vision sur l'ensemble de notre système de santé. Le professeur Charlemagne a l'avantage de s'être popularisé en quelque sorte à cause de combats à la limite tenus sur des questions de santé. On sait tout de suite les procès qu'il, au nom de l'ordre des médecins, il intente. Parce que depuis régulièrement, il s'est montré comme quelqu'un qui ne veut pas tergiverser ou négocier sur la question de la qualité des soins. Je suppose que derrière, il y a une vision dynamique et efficace pour qu'on aille vers les essentiels et que ce ne soit pas un perpétuel recommencement. Personnellement, c'est le regard qu'on a.
qu'il ait quelque chose de clair pour satisfaire directement les populations. Charlemagne Ouedraogo, un manteau politique, à votre avis, il pense, Siaka? Non, je pense Vous que, qui êtes dans le secret de Dieu. comme il a dit, très certainement, la communication du ministère a été un élément important dans ce choix-là. Il a une coloration politique, le professeur Charlemagne? Je n'ai pas... Puisque c'est l'entrée en force des politiques. Oui, c'est une entrée en force des politiques, mais il peut être dans un état-major sans être visible. Hein. Ceci est tout à fait possible, parce que les partis aujourd'hui regorgent des cadres de l'administration au plus haut niveau, comme ces enseignants-là. Un proche de Bala Sakandé? J'ai pas cette primeur-là. D'accord. Mais je voulais seulement terminer là-dessus en disant que, pour la question spécifique de la santé, peut-être que notre pays est en train aussi de subir les tourments que connaissent ces secteurs-là dans tous les pays du monde entier aujourd'hui, où il y a un conflit ouvert entre les scientifiques et les politiques, notamment autour de la question de la pandémie. Oui. Peut-être que c'est un épisode de notre... Oui, Lionel, on a entendu dire aussi, certains professionnels de la santé disent que ce ministère-là, pour que ça marche, il faut quelqu'un qui ne soit pas du domaine. On a parlé tout à l'heure d'autres secteurs sur la question, justement. Il y a certains professionnels qui pensent qu'il vaut mieux ne pas mettre un médecin à la tête de ce département, parce qu'on l'a vu avec Ismaïla Ouedraogo, on l'a vu avec Meda, avec Claudine Louguet, finalement, Charlemagne qui revient. Il y a comme une sorte d'ego un peu démesuré dans ce secteur-là qui fait que c'est difficile pour un professionnel du domaine de gérer les hommes. Non, c'est un secteur très technique, à forte teneur managériale. Je pense que c'est un secteur qui a plus besoin de management, de restructuration pour s'adapter aux besoins. Et effectivement, cette question de gens du secteur qui sont nommés à la tête de ce secteur et qui ratent parfois le premier virage est connue. Maintenant, effectivement, mais Charlemagne, quand même, je pense qu'il connaît les problèmes de la santé au Burkina pour avoir été à la tête de l'ordre des médecins. Il connaît les difficultés, il connaît les goulots d'étranglement. Maintenant, est-ce qu'il aura le management fertile pour pouvoir détacher ces goulots-là et permettre à ce ministère de revivre mieux qu'il ne vit aujourd'hui? C'est la grosse question, effectivement. Ils viennent d'être nommés, attendons de voir. Et Claudine Louguet qui s'en va, c'est une femme qui s'en va, on l'a dit, justement, on a un peu rehaussé les choses à ce niveau, mais beaucoup plus de femmes ministres déléguées. Oui, effectivement, beaucoup plus de femmes ministres déléguées, même si on l'a rehaussé, mais ça n'atteint pas encore la promesse. La promesse était 30%, on est à moins de 30%, à peu près 25 et quelques pourcents. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé, comme qui dirait. Et on espère que, prochainement, on aura plus de femmes en fait, qui portent réellement de lourdes responsabilités. Et dire sur cette question. Je suis contre le fétichisme des quotas. Il n'est pas prouvé qu'un quota va résoudre le problème des femmes. Et ça va de pair avec la question de la jeunesse. Quota genre, quota jeune, je ne suis pas sûr. Jugeons au résultat, des personnes d'un autre âge peuvent arranger ou d'un autre sexe peuvent arranger les questions. Il faut aborder les problèmes comme des problèmes nationaux. Que des jeunes puissent régler des problèmes nationaux, c'est tant mieux. Que ce soit des vieux qui, par nécessité, viennent régler le problème d'emploi des jeunes, c'est tant mieux. Personnellement, on le fait pour rester dans la mouvance et pour pouvoir souscrire à quelques budgets. Mais pour l'essentiel, il ne faudrait pas trop s'attarder sur les quotas. Siaka, vous qui êtes un défenseur du genre, le compte n'est toujours pas bon. Le compte n'est pas bon. Le chef de l'État, en 2016, après les premières critiques, notamment à travers le présimètre, s'était expliqué là-dessus. Il avait carrément négocié un moratoire sur le sujet, en disant que son engagement pour la promotion du genre restait ferme, mais que les impondérables politiques ne permettaient pas d'atteindre cet objectif-là et que dans le futur, il allait voir comment il allait y arriver. Mais cette question, on le sait très bien, on reste sur les principes, on veut un quota même égalitaire, mais on est obligé également à ce niveau-là de tenir compte des exigences
du métier, et dire que si d'aventure il y a plus de femmes qui pointent en termes techniques, en termes politiques, il va sans dire qu'on les accompagnera sans hésiter pour l'occupation des ministères. Et je ne suis pas sûr que le chef de l'État hésiterait à nommer un gouvernement à 45% ou même au-delà des 50% femmes, si d'aventure on trouvait sur le terrain le personnel qu'il fallait. On n'est pas dans la situation accidentelle du Rwanda, où à un moment ils étaient à plus de 65% de femmes dans les institutions, mais on est en train de faire un travail. Déjà, le domaine où on avait voulu systématiser, celui des élections, les listes électorales, on n'y a pas réussi. On a fait une avancée dans le code électoral de 2015 en disant que les listes qui ne sont pas 50% genre seraient invalidées. On ne l'a pas appliqué, cette règle-là. Et par la suite, ça a été retiré du code électoral. Donc, n'ayant pas réussi dans ce domaine emblématique, qui est moins contraignant pour le chef de l'État que le gouvernement, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans le domaine de la promotion du genre. Mais on y est quand même. On pense qu'un jour, on va y arriver. Au passage, Aruna Kaboré qui reste, hein, malgré toutes les manifs. Là. Oui, c'est tant mieux. Il a résisté à la tempête, mais surtout en termes de résultats. Maintenant, il faut concrétiser, parce que j'ai cru comprendre que certaines vagues médiatiques autour de la labellisation n'est pas pour autant effective sur le terrain. Les dossiers ne sont pas si avancés que ça. Bon, c'est vrai qu'il y a les retombées politiques de tout ça, mais il faut qu'on en arrive à plus d'efficacité. Plus d'efficacité. Lionel, c'est vrai qu'on a désormais un ministère délégué chargé de l'artisanat. Hein. Oui, oui. Et je ne pense pas qu'il ait été maintenu du fait de la cacophonie qu'il y a eu, la gaminerie là, qu'il y a eu avant la nomination. Je crois que ça n'a pas eu d'effet. Hein. S'il a été maintenu, c'est pour peut-être d'autres raisons. Et il faut vraiment qu'on sorte de ce type de mentalité-là qu'il y a maintenant au Burkina Faso. Et c'était vraiment petit de la part de ceux qui ont fait ça. D'accord. Alors, messieurs, nous sommes presque en fin d'émission. On va parler maintenant de perspective. Est-ce que là, il s'agit d'un gouvernement qui annonce les couleurs de 2025, vous pensez? À mon avis, non. Entre aujourd'hui et 2025, il y a encore un beaucoup. Surtout, les grands défis qui se présentent doivent être répondus. Et le chef de l'État joue son assise dans l'histoire politique en termes du président post-insurrectionnel. Qu'est-ce qu'il a apporté? Et moi, j'ai toujours en tête la phrase de Blaise Compaoré, qui dit qu'on a voulu qu'il parte, qu'il est parti, et on verra si on va réussir. Et c'est ça qui va déterminer l'appréciation de toute l'action politique post-insurrectionnelle. C'est pour ça que parfois, il faut pousser le chef de l'État dans certaines directions, de sorte que ces grands défis initiaux-là, on y répond tous. Parce qu'on n'a plus le choix aujourd'hui, nous y sommes, on a voulu un changement radical dans l'histoire politique de notre pays. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il faut peut-être minimiser les questions purement politiques comme le 2025 et voir qu'est-ce que nous faisons comme transformation de notre pays dans les différents secteurs. Déjà, nous sommes en retard sur la question pour la simple raison que nous avons aujourd'hui plus de chantiers nouveaux qui se sont ajoutés aux problèmes structurels qu'on avait. La sécurité n'était pas là avant 2014. Le conflit social n'y était pas parce que c'est la première fois qu'on a vu les syndicats annoncer officiellement qu'ils n'accordaient pas une trêve sociale au gouvernement en 2016. Donc là, ce sont des sujets quand même sur lesquels il faut travailler sérieusement, faire en sorte que l'après-insurrection ne soit pas une régression dans une situation qui prévalait. Et c'est bien le sentiment qu'on est en train de laisser percevoir si on ne répond pas. Et là, il faut dire, les questions d'individus qui est un tel à tel niveau et à tel niveau, c'est bien d'y penser, mais il faut veiller à ce qu'on ait les résultats. Et quand on prend donc le cas du ministère de la Réconciliation, si je suis assez favorable à la présence de Zéphirin là-bas, c'est parce qu'il est quelqu'un qui connaît aussi cette question de gestion axée sur les résultats
et qu'au final, il fera en sorte à ne pas sortir bredouille de sa présence si mouvementée dans ce nouveau gouvernement-là. Idriss, 2025 dans le viseur à travers ce gouvernement, vous pensez que c'est juste un gouvernement de développement qui veut juste réussir ses missions, réconciliation nationale, développement, un gouvernement juste stratégique qui veut réussir le quinquennat du président, ou alors on a déjà 2025 dans le viseur? Bon, est-ce qu'on peut soustraire cela? Je pense que c'est inhérent, c'est normal que 2025 soit logé à l'intérieur. Chaque action aura des répercussions. Maintenant, quelle est la marge de manœuvre? Je pense que le grand tournant, c'était 2014. Avec des aspirations populaires, des ambitions politiques, il y a eu le choc. Et après ce choc, en vérité, la promesse ne s'est jamais tenue. Et je dis, c'est la chance unique que le président a. Parce qu'on a deux promesses. Il y avait, jusqu'en 2014, il y avait un homme fort et il y avait un système. On avait réussi à chasser les deux sans prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on a les deux qui se passent. Le président a relativement les mains libres maintenant par rapport à 2015. Il peut modeler. Il a la chance de devenir l'homme d'État qui sommeillait, ou en tout cas, il a l'occasion, comme Siaka le disait vraiment, de donner sa marque parce qu'il n'est plus en train de gérer pour attendre un autre mandat. Et en termes de système, et c'est là qu'il y a peut-être le lien avec 2025, je pense qu'il serait souhaitable pour le pays qu'on ne continue pas, on n'ait pas le même prolongement de la même configuration de depuis 30 ans. Il serait bon, en tout cas je l'appelle de tous les vœux, que les acteurs politiques aient une autre lecture de la situation, reformulent leurs promesses au peuple et reconfigurent de sorte que 2025, on aille peut-être pas avec l'UPC, l'UNIR PS ou le MPP dans des partis différents, qu'on le reconfigure de sorte que l'opposition aussi soit obligée de se reconfigurer. Je voudrais terminer peut-être avec votre permission sur l'aspect. C'est vrai que tout ce qu'on dit, on a pratiquement fait abstraction de l'opposition, mais c'est une belle occasion pour l'opposition aussi de se redéfinir une démarche. Est-ce que son travail va consister en 5 ans à ne faire que des manifestations ou à peindre tout en noir? Les textes permettent à une opposition de faire autre chose, d'être acteur de développement, d'impulser quelque politique que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la gestion des communes. Il y a une marge de manœuvre. Et je pense qu'ensemble, on gagnera. Faire le contre-pouvoir, c'est contribuer à la gouvernance d'une façon ou d'une autre. Oui, mais de toutes les manières, ce n'est pas que la veille citoyenne. On peut aller au-delà de la veille citoyenne. On n'attendra pas tous les 5 ans pour faire le bilan de nos critiques. Je dis, autour du CEFOP, des initiatives jeunes peuvent être entreprises, des initiatives femmes, des relations avec la presse. Plus l'opposition aura de la qualité, aura des bons résultats à présenter, plus le pouvoir qui a les manettes de la bourse et du pouvoir sera obligé à faire mieux. Ce que j'appelle à faire en tout cas, c'est qu'il y ait de la part de la majorité, tout comme de la part de l'opposition, qu'on réinvente notre système politique. Une opposition donc qui doit revoir, révolutionner ou renouveler son approche vis-à-vis justement de ces questions de gouvernance. Lionel, pour terminer justement, est-ce qu'on a 2025, on le prépare déjà à travers ce gouvernement? Y a-t-il des prémices ou alors il faut juste travailler à faire en sorte que le président réussisse ce quinquennat tout simplement? Parce que je regarde au niveau de l'administration territoriale avec le retour de Clément Savadogo, on sait que l'administration territoriale compte pour beaucoup en matière électorale aussi. Est-ce que déjà on pourrait penser qu'on pense déjà à 2025? Non, moi je pense d'ailleurs que ce serait une erreur que de penser à 2025 dès maintenant. Il y a d'abord du colmatage à faire, il y a des urgences, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État lui-même, puisqu'il a défini des gros chantiers à défendre, il a donné une feuille de route à chaque ministre. 2025 pourrait se définir peut-être à mi-mandat ou dans les 2 tiers, après les 2 tiers de ce mandat-là. C'est trop tôt. Et d'ailleurs, pour qui voudrait penser à 2025, c'est trop tôt. La personne se brûlerait les ailes très rapidement que de se présenter de cette façon-là. Il y a de gros chantiers, il faut aller au chantier. Pour l'administration territoriale, je pense qu'il y a des réformes qui étaient prévues pour l'administration territoriale. Vous savez qu'on parle de redécouper la région de l'Est et en faire plusieurs régions, etc. Et je pense qu'il fallait quelqu'un quand même qui a
qui ait une connaissance du territoire, un leadership certain pour assurer ou accompagner ce redécoupage-là ou cette réorientation de notre territoire. Moi, je ne vois pas 2025 en fait dans ce gouvernement-là, en tout cas pas à ce début-là. Je crois que c'est une question secondaire qui viendra certainement après les 2 tiers de ce mandat. En vérité, est-ce que Dabiré tiendra au-delà d'1 an, vous pensez? Ça serait être charlatan, génie ou sorcier que de le dire. Je le souhaite de tenir. Maintenant, effectivement, on sait que l'homme propose et Dieu dispose. Et j'espère qu'il aura la force, en tout cas, de rester là. De mon point de vue, je le trouvais assez âgé. Je l'ai déjà dit lors de sa nomination. Je trouve davantage qu'il est assez fatigué. Et dans la vie aussi, il y a ce qu'on appelle la retraite. Un gouvernement, pas peut-être en attendant, puisqu'on sait toutes les tractations qu'il y a eu. On pensait à un changement de Premier ministre, mais finalement, il est revenu. C'est peut-être en attendant, Siaka, peut-être? Oui, c'est ce qui, moi, me conforte dans l'idée que peut-être ce gouvernement est un gouvernement de transition, un gouvernement tampon entre le premier quinquennat et véritablement celui qui va commencer. Entre les deux, il y a cette étape fondamentale de la réconciliation qu'il va falloir résoudre rapidement. En tout cas, lui donner une définition. Une fois que ce serait fait, ça va imprimer le reste donc, du quinquennat. Et c'est à partir de ce reste-là qu'on verra comment on profile 2025. Pour le moment, à mon avis, tous les secteurs ministériels vont être un peu suspendus à la question de la réconciliation, étant donné sa dimension transversale, notamment si vous prenez la sécurité. Il va falloir clarifier la stratégie. Est-ce qu'on négocie ou est-ce qu'on ne négocie pas? Est-ce qu'on fait rentrer les exilés ou pas, etc. Des grandes questions comme ça doivent être peut-être pas forcément répondues, mais en tout cas profilées, de sorte que pour la suite, on puisse avoir plus de sérénité, plus de stabilité pour pouvoir aller vers 2025. Merci Siaka, merci Idriss, merci Lionel. Merci. Ce sera tout pour ce plateau spécial 13h consacré au nouveau gouvernement. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur du programme sur notre chaîne.